Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois, on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, techniques et outils. Je suis Julien Deret et comme toujours accompagné de Pierre Ferrand. Comment ça va, Pierre ? Ça va super, Julien, merci. Je viens de rentrer de vacances, donc ça va super bien. Et oui, donc on a pris un petit peu de retard sur le planning, mais c'est pas grave, on a le temps. Au programme, aujourd'hui, on va plutôt parler philo, comme on disait, Scrum, by the book or not by the book. That is the question. On va parler évidemment de nos problématiques actuelles, vous partager nos outils de l'épisode. Ils vont être trop bien ceux-là. Mais pour commencer, on va s'intéresser au principe agile du mois de mars. Et comme le dernier épisode c'était une interview, on n'en avait pas fait, donc j'ai l'impression que ça faisait un moment que j'étais pas allé sur cet Agile Manifesto. Donc pour rappel, chaque mois on évoque un principe du manifeste agile de façon à s'interroger sur l'application qu'on en fait ou pas. Et du coup le principe du mois de ce mois de mars 2022 est le suivant. Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Notez la traduction en française très approximative. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. En gros, on parle de travail constant et de pas burn out les gens globalement. Je trouve que la formulation anglaise est beaucoup plus digeste. Oui. Quand même. Ça se lit moins bien en français. Oui, la version anglaise, donc si je la retrouve vite fait, c'est dit là, sponsors, developers and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Oui, globalement, c'est la même chose dit en anglais, mais ça sonne un peu plus poétique. Donc je vais commencer. Donc moi ce que ça m'inspire c'est évidemment un rythme constant, mais aussi un rythme raisonné. Je trouve que finalement maintenir un rythme constant c'est une chose, mais ce qui est important finalement c'est pas le rythme constant, c'est le indéfiniment. Et donc là-dedans moi ce que je tire un peu et l'enseignement que je tire de ce principe et que j'essaie d'appliquer tous les jours d'un point de vue personnel et aussi pour mes équipes, c'est d'essayer d'adopter une sorte de rythme de croisière à peu près 80% de capacité. En gros, si à la fin de la journée, je regarde ma montre et je me dis « Ok, là c'est cool, j'ai pas trop d'urgence, je suis bien », c'est plutôt bon signe. Et puis même, ne pas avoir peur finalement quand il y a des journées qui sont un peu light, voir plutôt ça comme une bonne augure. Il ne faut pas que ce soit tout le temps et tout, mais j'essaie d'être assez relax par rapport à ça, de façon à ce que par contre quand il y a un besoin d'un spike à 120%, à 150% de capacité, quand il faut mettre les heures et qu'il faut taper dedans, et ça me dérange beaucoup moins de me le demander à moi-même et de le demander à mes équipes aussi, tant qu'on sait que la promesse c'est d'avoir un rythme de croisière à 80% de capacité. Ça permet d'éviter le burn-out, ça permet à tout le monde d'avoir une vie à côté aussi, et ça permet d'appliquer ce principe agile. Mais quand j'étais en train de préparer l'émission, je me demandais quels sont vraiment les outils que nous offrent les méthodes agiles pour respecter ce principe, parce que c'est bien beau de dire oui on veut pas travailler trop, mais je me disais dans les méthodes agiles, dans Scrum, il doit bien y avoir des méthodes, des principes, certains garde-fous qui nous permettent d'éviter ça, mais la réponse m'a pas paru si évidente que ça. Il y en a un peut-être qui serait... moi en tout cas c'est celui que je pense à chaque fois quand je pense justement à maintenir un rythme soutenable. C'est que vraiment les développeurs sont les gardiens de la porte de ce qui arrive dans le sprint. Puisque c'est eux qui choisissent en fait leur charge de travail pour le sprint, durant le sprint planning. Ce qui est d'ailleurs malheureusement des choses qui est la plus facilement... on parle justement de Scrum by the book or not by the book. Et ça tombe bien. Puisque généralement en fait quand je parle avec des gens, il y a facilement une personne
sur 2 qui dit ah ouais on fait des sprint planning. J'ai bah d'accord, du coup donc vous choisissez la charge de travail que vous avez. Ah non on nous dit les stories, mais c'est notre team lead. Donc déjà tu te tires aussi une balle dans la tête quand ils disent team lead et ils font du scrum. Ils disent non c'est le team lead qui choisit les tâches et nous on fait. Je dis mais du coup vous avez quel pouvoir de décision dans ce meeting là? Ils disent aucun. On regarde ce qui se passe et on nous dit quoi faire. Et à chaque fois, je m'arrache les cheveux parce qu'évidemment, enfin, on pourrait faire un sujet, le top 10 des choses à faire pour complètement foirer l'utilisation de Scrum. Je le placerais dans le top 3 facilement. Mais pour moi, justement, de manière à avoir des sprints qui soient soutenables, de délivrer la valeur qu'on espère et de pas avoir des développeurs qui, au bout de 2-3 sprints, sont complètement ric-rac et ils ont plus du tout envie de bosser parce qu'ils font déjà 10 heures par jour et ils bossent 6 jours sur 7. C'est justement le fait de donner le pouvoir aux ingénieurs et c'est là où justement les managers c'est extrêmement important et je parle pas dans l'équipe mais je parle justement de motiver les équipes en leur disant faites le maximum que vous pouvez mais en même temps allez pas vous foutre dans la merde pour rien quoi. Donc et c'est justement je trouve que c'est une des clés de Scrum parce que dans Scrum beaucoup de choses sont quand même différées à d'autres personnes. On fait confiance au product manager au product owner pour pouvoir donc on lui fait confiance sur les décisions du produit, on fait confiance au Scrum Master pour essayer d'aiguiller l'équipe dans les meilleures décisions, on fait confiance aux devs pour la qualité technique du travail qu'ils vont réaliser et c'est vraiment à ce moment-là où les développeurs peuvent non seulement choisir comment ils vont faire mais aussi combien ils vont faire dans le sprint et je pense que c'est là où justement ça balance un petit peu pour permettre, si évidemment on utilise bien Scrum, de pas en fait les submerger de travail et in fine d'avoir une qualité de code qui est dégueulasse. Ce qui veut dire que, in fine, la feature qui sera délivrée aux utilisateurs sera dégueulasse, ou du moins pétée de bugs. Donc, Est-ce que tu veux pas dire que ça fait écho au 11e principe agile qui dit que les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées? Oui. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça reste que du swing. On a vite tendance à oublier qu'une équipe Scrum c'est censé être une équipe qui est relativement autonome et capable de prendre ses décisions, ses propres décisions. Et moi je parle souvent de l'espèce de guerre qui se passe entre le PM et le IM ou entre le PO et les développeurs. Généralement en ce moment on y reviendra plus tard mais en ce moment je suis amené à me présenter et présenter mon rôle auprès de gens qui sont pas forcément dans l'ingénierie et du coup la façon dont j'explique ça rapidement c'est justement je dis en fait vous voyez le product manager mais en gros moi je suis un peu le contre-pouvoir du product manager. Dans le sens où moi je représente l'ingénierie, du coup lui il va toujours essayer de pousser pour le plus de trucs possible et moi je vais toujours essayer de pousser pour le moins de trucs possible et donc lui il dit le quoi, moi je dis le comment et du coup voilà donc c'est normal que je sois là aux réunions et c'est normal que je fasse chier parce que c'est mon but et c'est normal qu'on se foute sur la gueule parce qu'on est fait pour ça mais après on s'adore et tant qu'il y a une bonne communication pas trop, mais c'est vrai que parfois les gens ils disent oh là mais en fait c'est de bonne guerre, c'est juste c'est donc effectivement exercer son contre-pouvoir en tant qu'équipe Scrum ou en tant que whatever, c'est important d'avoir ce rôle là, ouais, c'est clair. Aussi, un truc qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement focalisé sur les développeurs qui soient capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. C'est aussi du coup les commanditaires, stakeholders, on va le dire dans ce cas-là, mais les stakeholders, développeurs et utilisateurs, c'est important aussi d'avoir un rythme constant parce que on a eu le cas, ne serait-ce que dans l'entreprise, mais par exemple des fois les développeurs vont garder leur rythme constant ou alors il va y avoir un gros push d'un coup du produit pour livrer quelque chose. C'est ce qu'on disait le cas du spike. On va pousser plus, mais le problème ça nous est arrivé où on a poussé plus et le sprint d'après, en fait, on avait quasiment plus rien parce que justement le produit était habitué à avoir cette cadence régulière de sprint tous les 2 semaines avec le backlog qui était prêt toujours 2 semaines en avance. Sauf que le problème, c'est comme on a tapé quasiment l'équivalent de 2 backlogs d'un sprint normal en un seul sprint. En fait, nous, on a pris une balle parce que du coup, ça nous a demandé de bosser beaucoup plus. Mais non seulement nous, on a bossé beaucoup plus, mais derrière, c'était désorganisé parce que justement, le produit n'était plus sur leur rythme constant. Et du coup,
coup, eux ont dû fast-forward certaines features qu'ils voulaient. Et au final, on s'est rendu compte que on a réellement perdu un sprint en ayant rushé un sprint. Parce que le sprint d'après, en fait, on a fait que de faire des back and forth sur les features parce que c'était pas le niveau de qualité habituel. Il y avait pas les questions qu'on pose habituellement avant, on n'avait pas pu, donc on les a posées pendant. Et ce qui fait que le sprint a été, on va dire, un peu gâché parce que justement, le produit était à genoux et nous, on faisait que de leur en rajouter parce que on n'avait plus ce rythme constant qui est important. Et donc, pour les développeurs, les commanditaires, c'est vraiment important. Et les utilisateurs, je pense, c'est moins un problème qui d'un coup, ils aient plus de features et la fois d'après, ils en ont un peu moins. C'est pas si gênant en soi, mais vraiment pour le coup, c'est pas seulement un problème qui vient au niveau des développeurs, c'est aussi le fait de charger la mule trop souvent ou de pas d'avoir un rythme qui est en dents de scie. Ça va pas seulement impacter les développeurs, mais ça peut aussi impacter les équipes en amont ou en aval, parce que d'un coup aussi, nous, quand on a poussé le marketing, on avait beaucoup plus, les sales ont dû savoir beaucoup plus des features qu'on offrait. Enfin voilà, ça a vraiment désorganisé. Et au final, en faisant un post-mortem, on s'est dit, finalement, en fait, maintenant qu'on l'a fait, on n'aurait peut-être pas dû le faire parce qu'on pensait vraiment que ça allait nous avancer. Et comme de fait, on a gagné 2 semaines sur la timeline qu'on avait pour une certaine feature, mais quand on a vu derrière on va dire l'engrenage qui s'est complètement dévissé pour les 2 semaines suivantes, au final, on n'a pas gagné. Et c'est quoi que ce soit, en fait, on est revenu au rythme constant, mais en ayant perdu un sprint, en ayant gagné un. Donc, in fine, on n'a rien gagné et on a peut-être même plus perdu à se désorganiser, à se mettre la pression qu'autre chose. Donc voilà. Ouais, c'est un bon enseignement. En Kanban, on dit souvent que les optimisations locales sont futiles parce que ça va juste pousser à tomber sur le prochain bottleneck. Et alors que justement avoir un rythme constant, quand tu as un rythme constant, c'est la meilleure, c'est là où tu es le mieux finalement, parce que ça te permet aussi d'avoir des métriques, ça te permet d'avoir de la prédictabilité, etc. Donc c'est vrai que parfois t'as envie de pousser pour aller plus vite, mais il y a un retour à la réalité un peu après qui est souvent assez brutal. Super, je pensais pas qu'on allait en tirer autant de ce principe agile. Je suis Joas. Donc, alors le sujet principal, ça faisait vraiment que je voulais le traiter, et en plus c'est une discussion que j'ai régulièrement, en plus avec plein de personnes différentes. C'est le Scrum by the book or not by the book. Il y a tellement, je suis toujours surpris du nombre de gens à qui je parle, notamment des candidats avec qui je fais des entretiens d'embauche. Quand je leur demande, du coup, je vois, il y a Scrum dans ton CV et tout, tu fais du Scrum en entreprise, il dit oh oui, comme ci, comme ça. et ça a l'air de choquer personne, quoi. À chaque fois, ouais, on a un PM. Non, mais c'est pas un PO. Non, c'est pareil. Ouais, ok, très bien. Et puis on fait des sprints. Ça les sprints, ça y est du sprint. Ça. Mais globalement, ça pourrait tout. Puis c'est un peu, ouais, non, mais on a essayé un peu, puis ça nous a saoulé, puis on voit pas l'intérêt. Donc du coup, on fait un peu comme ça nous vient, comme ça, et puis voilà, et puis ça marche très bien. Écoute, qu'est-ce que tu peux dire contre on a essayé et maintenant ça nous va. Au final, on est toujours en train de dire oui, non, de toute façon, c'est que des outils, on s'en fout, c'est le résultat qui compte. C'est vrai aussi, hein. Et moi aussi, quand j'étais développeur, j'adorais dire ça. Ouais, non, mais le code, c'est le langage, tu vois, c'est juste un outil, on s'en fout. Mais bon, quand même, je préférais faire du Scala, quoi. On a tous nos petites dichotomies comme ça, mais bref, je digresse. Mais bref, du coup, c'est un sujet qui est intéressant, et je trouve, et ça peut alimenter des débats fort intéressants. Donc si je peux commencer, moi, mon take, c'est by the book or not by the book. Oui, by the book, mais Andy Grant, notre regretté CTO de la boîte où on travaillait avant, nous disait learn the rules, apply the rules, break the rules. Il disait, en gros, il faut... Bon, alors, pour résumer, learn, c'est quoi? Easy to learn, hard to master, quelque chose comme ça. Oui. Et c'est vrai que on a tendance parfois à mettre un peu la charrue avant les bœufs. Tu fais 2 mois de Scrum et tu dis ah c'est bon, non, j'ai compris, c'est vrai, bon ça sert à rien, ça sert à rien, allez hop, on avance, quoi. Et en fait il m'a fallu du temps et de la pratique, et peut-être un peu de maturité, un peu d'âge, pour me rendre compte à quel point Scrum c'est quand même bien foutu, quoi. Les mecs qui ont fait ça,
ils se sont quand même creusé la soupière. Et puis ça avance. C'est pas des rigolos. Et puis, c'est pas des rigolos, puis ça avance toujours, je veux dire. C'est un peu comme les frameworks ou les, je sais pas, ou les design patterns ou tous ces trucs comme ça où quand tu le regardes, tu te dis que c'est trop compliqué, c'est over-engineered et tout. Mais en fait, non, c'est juste que, ok, ça prend en compte quelques cas que tu rencontres pas pour l'instant, peut-être juste que tu les vois pas, mais tu les rencontres. Mais au bout d'un moment, ça va te servir sans même peut-être que tu t'en rendes compte, quoi. Mais je trouve que les règles, elles sont là pour une bonne raison. Les cérémonies de Scrum, elles sont là pour une bonne raison. Et les rôles sont là pour une bonne raison. Enfin, tout a une bonne raison, je trouve. Mais du coup, c'est très tentant de pas faire by the book. Mais je pense que c'est absolument crucial au moins pour commencer, quoi. C'est peut-être au bout de 2, 3, 4 ans de Scrum que tu vas pouvoir commencer avec une équipe qui tourne bien, etc., qui a bien compris les underlying principles, les principes de base, qui a bien compris ce qu'il y avait sous le capot. Là, tu peux commencer peut-être doucement à jouer avec, et encore, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment le truc, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier que Scrum, par exemple, prenons l'exemple de Scrum par rapport à Kanban, Scrum est un framework. Kanban est une méthodologie et c'est souvent ce que les gens oublient parce que justement Kanban se présente avec beaucoup de principes et d'idées et de choses comme ça, mais parce que c'est vraiment, en gros, faut vraiment le voir comme une boîte à outils et à se dire ok. Et d'ailleurs même Kanban eux-mêmes disent essayez pas de tout faire d'un coup, vraiment commencez par visualiser le stream ensuite, et d'ailleurs quel est votre stream, rien que ça déjà c'est déjà une activité en soi, et même sans avoir de Kanban board in fine, juste d'avoir un stream de comment est-ce qu'on crée notre valeur, donc la value stream au sein de l'entreprise, déjà rien qu'il y a des entreprises ou des organisations qui le font et qui se disent ah putain oui, ça on n'y avait pas pensé, ou ça on n'y avait pas pensé. Ils ont même pas besoin d'aller jusqu'au Kanban board pour déjà avoir des bénéfices. Et la différence de Scrum, c'est que vraiment Scrum c'est un framework, et le principe d'un framework, c'est, je vais prendre un exemple, front-end développeur, moi c'est React, je pourrais dire à un moment oh React flemme, je vais directement aller chercher le body, je vais directement taper dans les HTML events, je peux le faire. Est-ce que je devrais le faire? Non, parce que derrière, ça veut dire que je vais avoir, par exemple, des flows qui vont pas être maintenus, ou je vais tenter des choses qui sont pas supportées par React in fine. Donc, évidemment, je peux le faire, mais est-ce que je dois le faire? La réponse, c'est non, parce qu'il y a un framework, autant s'y tenir. Maintenant, moi, ce que je pense, et c'est ce que je préconise, si quelqu'un fait du Scrum, il faut vraiment le faire par le framework. Ensuite, il y a toujours ces questions, et comme tu disais, Scrum a été pensé, et évidemment, il y a des cas qui rentrent pas en compte, mais c'est pas grave. On peut rajouter des choses. On parlait donc de Andy Grant, notre CTO avant. Même nous, par exemple, dans Scrum, on avait mis en place un système, ce qu'on appelait le système des capitaines. Et en fait, on s'était rendu compte que pour certaines user stories, il fallait vraiment, et là on parle de la blockchain, il fallait vraiment une connaissance qui était poussée. Et on s'est rendu compte que donner tout le contexte à l'équipe, c'était une perte de temps. Parce qu'il nous fallait vraiment avancer. Et on s'était dit, OK, on va pas casser les systèmes de Scrum, on veut pas qu'il y ait une personne qui soit responsable de la story et tout ça. Donc on a eu l'idée en fait du capitaine, c'est-à-dire le capitaine, c'est la personne qui devait être le most knowledgeable, la personne la plus sachante sur une story donnée. Et c'est en fait simplement quelque chose qu'on a rajouté. Et Scrum empêche pas de rajouter des règles. Ce que Scrum demande à minima, c'est de respecter les 12 pages qui a marqué, les 4 cérémonies, les quelques artefacts, les 3 rôles. Voilà, c'est des choses très simples, mais l'idée de Scrum, c'est vraiment dire, OK, respectez ces principes-là de base et faites ce que vous voulez. Et je reprends mon analogie de React, c'est exactement pareil. React nous dit, en gros, comment, ils disent, si vous voulez faire un composant, il faut au moins ça. Mais ils nous disent pas comment faire la logique dans ce composant-là, c'est à nous de le faire. Et j'invite vraiment les gens à voir Scrum de la même manière, c'est-à-dire de le voir comme des choses à respecter parce que c'est là pour une bonne raison, mais rien n'empêche les gens d'être créatifs à l'intérieur de Scrum. Là où je trouve que les gens vraiment se fourvoient et font des erreurs et ne tirent pas les bénéfices maximum de Scrum, c'est quand ils décident de faire des changements fondamentaux sur ce que Scrum leur demande en tant que framework. Et c'est là où pour moi il y a la plus grosse erreur. Donc by the book, dans le cas de Scrum, oui, puisque c'est un framework, mais not by the book, en même temps, oui, parce que si tu as une bonne idée de quelque chose à faire en plus ou comment dire, quelques petites choses de méthodologie à rajouter. Par exemple, un truc tout bête, mais Scrum ne préconise pas l'utilisation d'un Kanban board. Et pourtant, je mets ma main à couper que 99% des équipes qui font Scrum utilisent un Kanban board. Pour autant, toutes ces équipes-là, tant qu'elles continuent à utiliser Scrum, il n'y a pas de souci. Ils peuvent utiliser Kanban, ils peuvent utiliser un board physique, ils peuvent utiliser un board virtuel, ils peuvent utiliser absolument ce qu'ils veulent, et il n'y a pas de souci. Parce que c'est des additions sur le framework. Là où, par contre, je suis un peu plus touchy, et pour moi, c'est là où il ne faut pas dépasser avec Scrum, c'est que
il faut respecter à minima ce que le framework demande de respecter. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations où ils se disent « Ouais, Scrum, ça n'a pas marché des masses et tout ça. » Et quand tu leur demandes « Mais vous avez vraiment tenté d'utiliser Scrum ?» Ils disent « Ouais, mais bon, on avait déjà les team leads, donc on les a réutilisés, c'était les Scrum Masters. Bon, on avait déjà les Product Masters, donc ils sont juste Product Managers, ils sont juste devenus des Product Owners. » Et c'est là où tu te rends compte que, oui, effectivement, à aucun moment ils ont respecté le framework et à aucun moment ils ont eu les bénéfices. Et donc, c'est vraiment pour ça de vraiment dire « By the book pour Scrum, oui. » Mais on peut faire des additions et des choses comme ça quand on respecte à minima ce que le framework demande. Et c'est vraiment moi là c'est vraiment moi ce que je pense. Respectez toutes les règles et soyez créatifs au-dessus. Mais ne vous amusez pas à changer les règles, à dire Scrum ça marche pas. Oui, si vous avez tout changé, évidemment que ça marchera pas. Donc, mais on en revient comme souvent au cargo culte, au culte du cargo. C'est ça. Qui est, pour ceux qui connaissent pas le culte du cargo, je vous invite à déjà écouter la chanson de Gainsbourg, Cargo Culte. Mais avant ça, vous renseigner sur ce que c'est peut-être sur la page Wikipédia et ensuite vous savourez encore plus cette chanson de Gainsbourg. Mais en gros, c'est l'histoire de c'était dans les îles du Pacifique après ou pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des indigènes sur les îles qui étaient complètement qui avaient été jusque-là complètement isolés, et ils voyaient des gars qui sur la plage qui passaient des coups de téléphone, qui avaient des espèces d'énormes consoles, et ils passaient des coups de téléphone, ils appuyaient sur des boutons et tout, et après il y avait des avions qui larguaient du cargo sur la plage, quoi. Et du coup, même pendant et après la guerre, ils comprenaient pas ce qui se passait, et du coup ils essayaient après de jusqu'à mimiquer des défilés militaires, des tours de garde. C'était pas juste appuyer sur les boutons, quoi. Certains ont répliqué avec du bois, ils ont répliqué des armes, etc. Parce qu'ils pensaient que c'était une sorte de divinité ou quelque chose comme ça, et du coup c'est devenu le culte du cargo, où en fait c'est en faisant un peu vite fait comme ils font, peut-être qu'on va arriver au même résultat, c'est-à-dire avoir de la livraison de bouffe, etc., quoi. Et je trouve par beaucoup d'aspects, je trouve que en particulier Scrum, avec cette espèce de, je sais pas, ça a une aura particulière assez rigide avec les cérémonies, machin. Il y a tout un process, toute une histoire et toute une terminologie. Et je trouve que c'est très propice au culte du cargo. On dit ouais, on fait des sprints, on a des PO, on a des PM, on fait des rétros, paf, c'est parti, quoi. Et malheureusement, ça marche pas trop comme ça, ouais. Et même, je dirais même plus qu'il faut mieux faire un framework un peu maison, ou juste faire comme ça vient et comme ça a toujours marché, si ça marche toujours, quitte à faire du waterfall, du cycle en V, des choses comme ça, que faire du Scrum pas bien. Parce que c'est là qu'on va se retrouver, parce que finalement Scrum donne pas mal de pouvoir aux gens aussi. Le problème c'est que ça donne un cadre, et du coup si on donne encore plus de pouvoir à des gens qui avant étaient dans un système assez carré, mais que par contre on pose pas le cadre autour, c'est là qu'on se retrouve avec justement des équipes dev qui choisissent pas ce qui rentre dans le sprint, il n'y a plus de contre-pouvoir, et tu charges la mule. Et l'idée du sprint, c'est aussi pas seulement, mais il y a cette idée de la loi de Parkinson qui dit que tout travail tend à se dilater dans le temps qui lui a été imparti. Donc du coup l'idée du sprint, c'est que en théorie, si tu te donnes 2 semaines pour faire une certaine quantité de tâches, tu t'arriveras, si tu donnes 1 mois, tu pourrais arriver globalement au même résultat. Donc l'idée c'est de leverage ça, et le but c'est pas non plus d'en faire une arme ou de le tourner comme un outil de productivité, quoi. Ouais. Mais c'est marrant que tu parles du cadre, parce que justement le terme framework vient, je crois qu'en français c'est quadriciel, ou c'est terrible la traduction française, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est vraiment l'idée d'avoir le cadre, et ensuite une fois qu'on est dans ce cadre qui est le framework, qui est Scrum, alors on peut se permettre de, comme je disais, voilà, de faire tenter des choses, ou des petites idées, des trucs qui pourraient fonctionner, mais c'est le truc tant qu'on reste dans le cadre. Et le problème, si on reprend l'analogie, c'est qu'il y a vraiment des gens qui rentrent à moitié dans le cadre. Ils disent qu'ils sont dans le cadre, ils y sont pas, et pourtant espèrent les bénéfices qu'ils vont en tirer, ou qui leur sont promis s'ils étaient dans le cadre. Et c'est là où ça marche pas. Donc, redisons-le une fois de plus, le message: si vous faites du Scrum, faites-le bien.
Sinon, vaut mieux rester sur votre tambouille que vous avez en ce moment, parce que c'est vraiment se voit un échec d'essayer d'imiter du Scrum sans vraiment faire du Scrum. Ouais, ça demande une certaine... Et on dit pas que c'est facile, hein, mais non, on m'en parle pas, j'en fais encore des cauchemars. Scrum Master, c'est un boulot de patience. Mais c'est très très rewarding, très il y a de la reconnaissance, et quand ça marche bien, franchement. Mes meilleures équipes, elles ont été en Scrum, quoi. Ouais. Pires équipes, je sais pas, peut-être aussi. Mais pires équipes, étaient en faux Scrum, ça c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr. Bref, ouais, alors il y a un truc. Du coup, je vais vous partager une anecdote personnelle. Il y a quelques années, je me suis amusé à jouer un peu avec Scrum, justement, et pas le prendre by the book. C'est quand j'ai organisé mon mariage. Et du coup, petit instant promo, je viens de sortir un livre aujourd'hui même disponible sur Amazon surtout. J'ai sorti un livre en anglais, si vous voulez pratiquer votre anglais, qui s'appelle How I Plan My Wedding with Scrum. Il est disponible sur Kindle et en papier, et du coup dedans j'y raconte toute mon aventure de comment j'ai planifié mon mariage il y a 2 ans et demi maintenant, avec Scrum. Et du coup je me suis rendu compte que je me suis dit ok, bon alors attends, si j'ai un projet, j'ai une deadline, c'est dans 1 an, j'ai un budget, j'ai une deadline, donc déjà il va falloir poser les limites quelque part. J'avais au moins les limites du projet. Je me suis dit, ok, maintenant, comment est-ce que je sais tout ce que je peux rentrer dedans? Et plus ça allait, et plus je me disais, attends, ça ressemble à ce que je fais au boulot, ça. et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va pouvoir se faire un maxi backlog, on va se créer toutes nos user stories, en gros, notre lettre au Père Noël. Alors, tout ce qu'on veut potentiellement dans notre mariage. Et ensuite, bah, on a trié par priorité. Qu'est-ce qui est obligatoire dans le mariage? Genre, bah, tu vois, faire les papiers pour le mariage, acheter une alliance, un costard, une robe, bon, tout ça c'était à peu près obligatoire. Et après il y avait des trucs genre moins obligatoires, et puis à la fin du backlog il y a des trucs genre feu d'artifice, trucs comme ça. On s'est dit on s'en fout, tu vois, liste au Père Noël. Et puis ensuite tu tries par priorité, ensuite bah, tu donnes un score à chaque truc, comme ça tu as une idée à peu près de la complexité de chaque truc, et puis c'est parti quoi. Ensuite tu fais en sprint, et t'attaques le backlog l'un après l'autre, et même pire des cas, tu vois, si demain il faut se marier et que t'es à la moitié du projet, ben tu sais que chaque sprint ça va rajouter des petits trucs en plus, mais que normalement le gros du travail a déjà été fait, quoi. Et du coup ça permet déjà de savoir où t'en es, c'est assez rassurant. Et en plus c'était un petit peu fun, mais bref, du coup pour faire rentrer Scrum dans un cadre pas IT, ça a demandé de jouer un petit peu avec, et justement ça m'a poussé vachement à la réflexion, à me demander est-ce que ça c'est obligatoire, quelle est l'utilité de cette cérémonie, quelle est l'utilité de ce truc là, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, qu'est-ce qui est important dans quel contexte, et donc du coup j'ai au fur et à mesure j'ai supprimé quelques trucs, j'en ai rajouté d'autres, j'ai un peu joué un peu avec certaines limites. Et du coup, c'était très riche d'apprentissage, parce que, bah, effectivement, quand t'es une équipe surtout de 2, parce que c'était surtout ma femme et moi qui avons organisé notre mariage, disons qui étions les maîtres d'œuvre. On était les PM, les PO, on était product owner, on était Scrum Master, on était développeur, tout à la fois. Stakeholders, etc. Donc c'est vrai que les sprint reviews, bon ben voilà, c'est pas... Mais on faisait pas des démos à nous-mêmes, mais tu vois, on les a tournés un peu, on a fait des démos à nos parents, aux autres personnes qui bossaient un peu. On voyait nos parents, c'était pas vraiment les stakeholders, mais quand même, ça permettait de partager de l'information. Et bref, donc du coup, si ça vous intéresse, je vous encourage à lire le livre. Et surtout, du coup, le bouquin, j'ai vu ça un peu comme une bonne excuse pour faire de la pédagogie, en fait, pour essayer de shifter cette idée qu'on a de Scrum dans un projet IT, pour avoir un angle nouveau. Du coup, tout au long du bouquin et donc de la préparation du mariage, je reviens sur les principes fondamentaux de Scrum, etc., sur comment on l'utilise nous, comment on l'a mis en place, et pourquoi, pourquoi en se basant sur les principes agiles, les 12 principes agiles qu'on récite à longueur d'année. Du coup, je fais des liens entre ça et pourquoi
du comment et pourquoi on en a besoin dans Scrum, et etc. Et dans les deux sens, à la fin, j'ai fait une annexe avec tous les principes agiles, tous les Scrum Values, tous les piliers de Scrum, et du coup, en backlink sur comment on les a utilisés, etc. Donc, j'ai essayé de donner comme ça plein de pistes, plein d'angles de lecture, plein de niveaux de lecture différents sur Scrum et l'agilité pour des personnes qui sont techie ou pas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira si ça vous intéresse. Faites-vous plaisir ou offrez-le à votre Scrum Master, à votre PO préféré. Ou à quelqu'un qui se marie, tout simplement. Ou à quelqu'un qui se marie. C'est vrai que c'est pas une cible que je cherche spécialement, mais en vrai, il y a peut-être un filon. Il y a peut-être un marché. J'ai quand même tourné un peu pour que ça marche aussi. Et spoiler, il n'y a pas eu de feu d'artifice, mais il y a eu un faucon qui a amené les alliances, et ça, j'avais encore jamais vu. Donc, ouais, bah, tu vois, typiquement le feu d'artifice, on est arrivé un peu genre aux 3/4 du délai, un peu sur la fin du budget. On le rentre dans un sprint. On le rentre même pas dans un sprint, on fait le sprint planning. Et on regarde le sprint planning, on avait juste ça, on avait juste mis on n'avait pas de complexité, on savait que la priorité était nulle, quoi. Ouais. Et du coup, on regarde du fait, on avait littéralement passé juste 5 minutes à brainstormer. Ah ouais, tiens, feu d'artifice, ok, paf, on l'avait marqué sur une carte, on l'a oublié pendant 6 mois ou 9 mois, et du coup, on se dit, ok, cool. Sprint planning, ok. Prochaine priorité, on prend ça. Pendant sprint planning, ok, attends, alors du coup, c'est quoi la complexité? Bon, bah, je sais pas trop. Hop, cherche un ordi, tac, 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 on cherche pendant 5 minutes sur internet. On se dit, d'accord, donc en fait, si on le fait nous-mêmes, ça va être pourri. Et si on le fait pas nous-mêmes, ça va être très cher. Très bien. Bon, bah, du coup, on le prend pas. Non, on le prend pas. Bon, allez. Et du coup, c'est même pas rentré dans le sprint. Et tu vois, l'idée du just in time, c'est vraiment ça. Quoi. C'est d'une idée qui est partie il y a super longtemps. Bah, en fait, on l'a même pas rentré dans un sprint et ça nous a coûté juste. Voilà. Et du coup, message aux équipes qui passent 30 ans à essayer d'estimer au plus précis chaque user story. Je trouvais que ça, c'est la parfaite illustration de genre just in time, et puis voilà. Du coup, il n'y a pas eu de feu d'artifice, mais au moins on n'a pas perdu de temps là-dessus. Problématique actuelle. Allez. Alors, je vais commencer. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis dans un contexte assez intéressant en ce moment, qui est assez nouveau pour moi. C'est-à-dire que, en gros, à Swissborg, on a shifté un petit peu l'organisation. Swissborg, on grossit tellement que c'est comme un bébé, tu vois, les vêtements, ils sont jamais exactement la bonne taille. Donc on se retrouve à devoir faire des changements un peu brutaux de temps en temps. Mais du coup, on a décidé de partir sur une formation un peu en squads, même si c'est pas vraiment des squads. Disons que c'est des squads dans le sens où c'est le niveau atomique, mais en fait, ça va pas rester des squads dans le sens où en fait c'est plus, je sais plus exactement ce que c'est le terme approprié, des chapters ou je sais plus quoi. En gros, c'est une start-up dans la start-up. Donc en gros, on a pris la boîte, on a fait des grosses carottes dans la glace en verticale comme ça. Et du coup, on a formé des équipes qui sont formées d'ingénieurs, d'un product manager, d'un engineering manager, mais aussi de data scientist, de marketing, de que sais-je, j'en oublie plein d'autres. En gros, un petit peu tout, quoi. Un petit peu toutes les strates qu'on a de l'entreprise. Et l'idée, c'était de leur donner des thèmes bien précis à ces squads, de façon à ce qu'elles se focalisent sur des objectifs. Et du coup, ça c'est venu avec référence à un épisode précédent sur les OKRs. Ça revient avec les OKRs. Donc maintenant, au niveau de l'entreprise, on a des OKRs, et ensuite, chaque squad a des KRs qui sont particulières, et comme ça, on peut avancer et avoir des métriques, etc. Bref, hyper intéressant. C'est totalement, je pense, à moyen et long terme, c'est totalement ce dont on a besoin. Et du coup, ça demande de s'adapter. Ça demande à tout le monde de s'adapter. Et notamment, moi, l'adaptation que je dois faire, c'est de
de trouver ma place en tant qu'engineering manager dans une équipe qui n'est pas formée que d'ingénieurs. C'est-à-dire que normalement, comme je disais tout à l'heure, normalement moi j'explique mon boulot en disant moi je suis en gros je suis le boss des ingénieurs qui sont dans l'équipe, et du coup si vous avez besoin de quelque chose relatif avec l'ingénierie, vous passez par moi, et puis ensuite moi je dispatche, je partage l'information, etc. Dans les faits c'est pas exactement ça, mais bon voilà, je schématise. Alors que là, l'ingénierie finalement c'est juste une toute petite part de cette squad. Une petite partie parce qu'on n'a pas beaucoup d'ingénieurs, mais c'est inhérent à ma squad en particulier. Mais du coup, je dois travailler avec des gens qui sont pas des ingés. Et ingés, je parle pas forcément du niveau d'études, je parle de gens qui sont pas des développeurs, quoi. Et je dis ça sans méchanceté, mais c'est juste c'est des gens qui sont sélectionnés sur d'autres critères, qui travaillent sur d'autres critères, qui sont évalués sur d'autres critères. Donc en fait, on change complètement de toute la culture qu'on a au niveau d'un département et au niveau même d'un corps de métier en général, tu vois. Les façons de travailler, les façons de documenter, les façons de communiquer, etc. Les méthodes agiles, évidemment, les process d'industrialisation, etc. Et du coup, on est obligé de essayer de tout mettre en commun, essayer de trouver une façon de faire fonctionner tout ça, quoi. Du coup, dès les premières réunions, quand on a formé la squad, on m'a demandé du coup on va faire du Scrum. Et je disais oh là attends moi je veux bien qu'on fasse du Scrum dans l'ingénierie, quoi, mais il va falloir déjà qu'on arrive à se trouver un process plus global pour comment est-ce qu'on part d'une idée jusqu'à une mise en production, quoi. En fait il n'y a pas que Scrum c'est bien pour l'ingénierie et c'est peut-être bien pour d'autres trucs, j'en sais rien, mais finalement c'est qu'une partie du process, quoi. Et moi j'ai eu l'habitude de gérer qu'une seule partie du process, alors finalement tu vois dans le Kanban j'aime bien, ça permet de réfléchir un peu plus comme ça avec des visions à différents niveaux, mais tu vois Kanban chacun a son Kanban board et puis voilà on les branche ensemble les uns les autres, comme ça on les combine. Et puis on peut avoir une vue d'ensemble, on peut aller à différents niveaux, etc. Et du coup, il y a des inputs et des outputs, etc., quoi. Et voilà, du coup, en ce moment, c'est une problématique, je sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant, c'est une curiosité. Je pensais pas que j'allais me retrouver dans cette situation un jour dans ma carrière. Enfin, j'aurais jamais pensé, mais c'est très intéressant et très, très rafraîchissant. Et on commence déjà à voir les bienfaits de cette diversité aussi. Dans les idées, le fait de réduire vachement le scope de la problématique que la squad essaie de résoudre, plutôt que d'essayer de résoudre tous les problèmes de Swissborg et de faire avancer la boîte dans une direction, on a une petite partie du scope, mais un truc très précis, une problématique très précise, et on doit avancer là-dessus, quoi. Et c'est assez intéressant. Et ça me demande moi aussi de recommencer à me former finalement sur des trucs genre les design, les sprint design sprint, je sais plus comment ça s'appelle, hyper intéressant ça. Et, moi du coup je me suis toujours dit ça c'est le PO ou c'est le PM qui fait ça, tu vois. Lui il fait son truc de son côté, et puis après il me dit ce qu'il faut faire, et puis après moi quand il sait ce qu'il veut, moi je lui fais, quoi. Et là en fait je me retrouve à devoir voilà, aider dans ces processus là, et puis aussi essayer de voir la connexion avec l'ingénierie n'est plus que le PM et le IM, c'est aussi un peu tout le monde dans une structure qui est plus petite. Donc ça demande à revenir un peu en mode start-up comme il y a quelques années où on était juste 5 dans la boîte, pas à Swissborg, mais les quelques startups que j'ai fait. Donc c'est assez rafraîchissant, mais c'est un peu une problématique où ça demande de shifter un petit peu la façon dont on fonctionne. Et puis sans parler du fait qu'évidemment la transition elle est intéressante dans le sens où on n'a pas pu lâcher du jour au lendemain tous les trucs qu'on avait avant dans le système de fonctionnement d'avant. Donc là en fait on est obligé de faire les deux globalement à la fois. Donc chaque jour qui passe c'est un jour où ça sink in, où ça se décante. Ouais. En ce moment, on est un peu dans le brouillard, là. Et du coup, j'ai plein de questions, parce que je l'avais déjà dit avant, mais du coup, nous, le shift sur les OKR et Squad, ça a été fait depuis l'année dernière, en 1er octobre. Ça a été quand on a commencé Q4, le
quatrième trimestre de 2021. Et donc là, on va finir le premier trimestre de 2022 avec les OKR et les squads, et on va redémarrer encore un autre trimestre avec à nouveau les squads. Comment est-ce que vous organisez au niveau de la hiérarchie dans la squad? Parce que donc par exemple nous dans notre cas, on a aussi ce principe-là, et c'est justement une des choses qui est assez difficile, parce qu'en fait chaque département déjà en soi est déjà vachement tiré, parce qu'en fait on est en hyper grosse, du coup on a plus de choses à faire que de personnes qu'on a, et évidemment on recrute, mais le recrutement, on voudrait qu'on ait toutes les personnes qu'il nous faut dès demain, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire on doit constamment attendre d'avoir plus de personnes, les onboarder et ensuite pouvoir les avoir à travailler. Donc on espère avoir stabilisé au moins sur 4 squads d'ici le prochain trimestre. Mais là par exemple c'est le cas où on se retrouve avec 3 équipes d'ingénieurs pour 4 squads. Donc par exemple mon équipe personnellement, en marchant vers le trimestre 2, donc quarter 2, je vais avoir en fait la responsabilité de 2 squads avec une seule équipe d'ingénieurs. Donc évidemment on s'est arrangé pour que ce soit la plus grosse équipe d'ingénieurs, parce que sinon c'est juste irréalisable. Mais donc nous en fait quand ça fonctionne, c'est qu'on a donc on n'a pas des ingénieurs qui sont amenés dans une squad, mais on a une équipe d'ingénieurs qui est rattachée à une squad. La squad va avoir du coup un PM dedans. Et on va avoir par exemple quelqu'un du BI, quelqu'un du design, une personne spécialiste ou plusieurs personnes spécialistes au niveau des ops. On va avoir potentiellement des sales aussi avec nous pour avoir vraiment tous les points de vue. Et en fait à ce niveau-là, c'est-à-dire que on a le product manager qui est en gros le responsable de la squad, mais uniquement au niveau de l'organisation. Est-ce que c'est la même chose pour vous ou pas déjà à ce niveau-là? Ouais, de ce que je comprends. Alors on est encore en train de réaliser de réaliser les choses qu'on ne sait pas encore. Ok. T'as les choses que c'est quoi, les choses que je sais que je le sais, je sais que je ne sais pas, etc. Oui. Du coup je recommence. Donc il y a les choses qu'on sait et qu'on sait pas, qu'on sait pas, qu'on sait pas, qu'on sait et qu'on sait pas, qu'on sait pas. Et du coup là on a été un peu balancé dans le bain comme ça. Et là, on est un peu en train de réaliser, de prendre connaissance au fur et à mesure des choses qu'on ne savait pas, Et donc, ça fait partie des choses, de ces choses-là. Donc, pour l'instant, oui, j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que le PM, en tout cas dans ma squad, a vraiment pris à bras-le-corps l'équipe et l'idée de toute la partie idéation, c'est vas-y en français, toute cette partie-là. Et de toute façon, pour l'instant, aujourd'hui, le backlog à l'ingénierie dans la squad, il est zéro, quoi. On arrive avec pas grand-chose. Donc il faut créer. Donc, mais c'est lui qui organise pas mal de trucs et tout, un peu ce que je faisais quand j'étais Scrum Master, tu vois. Il fait vivre la squad. Et du coup, chaque personne a son manager différent, quoi, son manager de son département dans son coin. Donc j'imagine que ça répond à ta question. Ouais, non, ça répond complètement. Et c'est justement, donc en fait, il prend le lead un peu au niveau de tout ce qui va être présentation, report, feedback au senior leadership team et tout ça pour les avancements. Exactement, ouais. Et mais du coup, on est en train de créer une sorte de couple, parce que finalement, on est un peu tous les deux pas en les têtes pensantes, parce qu'au final, on fait juste de l'organisation et de la communication, mais on est un peu on lead tous les deux l'équipe, mais c'est vraiment plus pour l'instant le PM qui est là et qui je pense même est merde, j'ai perdu le mot, qui est responsable, en gros, je cherche un mot en anglais, c'est surtout le PM qui est responsable je pense de l'équipe et de sa performance, mais moi je reste quasiment à tous les meetings où il y a le PM et les execs, je suis là aussi, quoi. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment, on travaille vraiment en couple. Le truc, c'est que comme le travail de l'ingénieur n'a pas vraiment commencé, pour l'instant, c'est encore un peu difficile de voir où est enfin, je vois à peu près où s'arrête ma responsabilité, mais c'est un truc, et c'est un truc d'ailleurs hyper intéressant qu'on est en train de mettre en place, Christina qui est en train de mettre en place ça, une QA engineer dans notre équipe qui est formidable et qui est ancienne Scrum Master et très opinionated. Je vais essayer de la voir en inviter un de ces 4 ici, et
Et elle a proposé un workshop où on peut découper nos responsabilités. C'est une sorte de role discovery workshop. Mhm. Où on peut découvrir les rôles, les responsabilités de chacun. C'est hyper intéressant. En fait, sur un board, tu as tous les rôles qui sont représentés dans l'équipe. Nous, on a une bonne dizaine de rôles, je crois. Et du coup, chaque personne individuellement marque des post-it sur quelle est ma mission et ensuite quelles sont mes responsabilités et quelles sont mes contraintes. En termes, moi, j'ai des contraintes avec je sais pas, l'équipe ingénierie parce que s'ils délivrent pas ou je sais pas, enfin bref, tu vois, quelles sont mes contraintes, quelles sont mes dépendances, quoi. Et ensuite, les autres personnes vont regarder les autres rôles et brainstorm un petit peu et rajoutent d'autres post-it sur les trucs qu'ils pensent qui sont oubliés ou des assumptions ou des questions, etc. Avec des post-it d'autres couleurs. Et ensuite, comme ça, on peut refaire le point sur chaque truc. Et au moins, ça permet comme ça d'avoir une espèce de map de se dire à la fin de la session, ok, voilà, on a tous brainstormé, on s'est tous mis d'accord. On a tout clarifié. Et ensuite, ça, derrière, tu peux en faire un document sur Confluence ou quoi. Et même si c'est qu'au niveau de ta squad, tu vois, c'est pas obligé d'être les mêmes role expectations pour toutes les squads, pour tout le monde, mais au moins au niveau de la squad, c'est un peu les tables de la loi, quoi. T'as la règle, t'as les expectations, et maintenant, pendant la vie de la squad, ça permet de clarifier, et en plus, quand il y a des nouveaux qui rejoignent, ça permet de leur dire, voilà, tes responsabilités, c'est ça. Si tu cherches quelqu'un pour faire ça, regarde, tu cherches les responsabilités, paf, c'est cette personne, tac. Et super idée, on n'est pas encore arrivé à la fin du framework parce qu'on voulait le faire en personne et tout, bref. Mais on va finir cette semaine et ça va être très cool et c'est une super idée. Je conseille. Ouais, on l'a déjà fait du coup, nous. Ça a été un exercice justement au niveau quand on a fait, donc on l'a fait en trimestre 4 de l'année dernière, mais aussi ce trimestre-là, on va le refaire encore cette fois-ci. Et en fait, à chaque fois, l'idée, nous, c'était en fait que 2 questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux apporter pour la squad ? Et la question inverse, que du coup c'était une matrice coupée en 2, du coup, avec qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce que j'espère de la part des autres. Et c'était assez intéressant du coup, et en plus ça a suivi avec des petits débats où justement on n'était pas forcément d'accord sur par exemple le produit et les ingénieurs, par exemple à quel degré en fait les ingénieurs devaient être être amenés en amont justement de ce qui se passe. Donc à quel moment est-ce que on fait venir les ingénieurs? Est-ce que c'est juste au refinement? Est-ce que c'est au moment de l'idéalisation? Est-ce que c'est au moment... Enfin voilà, il y avait plusieurs points. Et ça nous a vraiment permis de se mettre d'accord sur qui était responsable de quoi et quand. Et c'était vraiment juste avec ces 2 questions-là. Qu'est-ce que j'apporte à la squad? Et à l'inverse, la question, qu'est-ce que les personnes attendent de moi dans cette squad? Et ça a vraiment permis de mettre tout le monde, du coup, comme tu disais, les tables de la loi, c'est vraiment genre, on sait pourquoi cette personne est là, on sait ce qu'on peut attendre d'elle et on sait ce qu'on peut lui demander, et on peut aussi savoir ce que elle ou les personnes dans l'équipe vont me demander. Donc, et ça permet vraiment de mettre les responsabilités à plat. Et il y en a une qui était hyper intéressante, c'est justement et c'était la question bonus du PM et elle était vachement bien amenée, qui est responsable du coup de faire en sorte qu'on arrive à obtenir qu'on reach les key results, qu'on arrive à les livrer. Et la réponse, c'est simplement tout le monde, en fait. Et voilà. Donc, c'était aussi un petit qui avait été rajouté par-dessus, que c'était pas seulement la responsabilité des managers dans l'équipe, que ce soit au niveau produit ou engineering, mais que c'était vraiment la responsabilité absolument tout le monde, de les faire. J'ai encore plein d'autres questions pour toi, mais je vais essayer d'en garder que 2. La deuxième, c'est du coup, donc vous avez, j'imagine, donc défini des OKR au niveau du business, en tant que purement au niveau du département des ingénieurs, des ingénieurs. Est-ce que vous avez aussi des OKR qui sont purement pour le département des ingénieurs? Est-ce que les sales ont des OKR purement pour les sales? Est-ce que le produit a des OKR purement pour le produit? Est-ce que vous avez ce système-là ou pas? Non, pas encore. Mon point de vue personnel, c'est qu'on va y venir, mais en fait, je pense qu'on y va petit à petit. C'est-à-dire moi et d'autres personnes ont une vision très claire de que ce qu'on fait là avec les squads, pour l'instant, c'est que la première partie. C'est-à-dire qu'en fait, on va sûrement se retrouver avec ce qu'on voit les squads pour l'instant, donc c'est vraiment 3 entités atomiques, des startups dans la startup. En fait, elles vont grossir et elles vont se retrouver à avoir plusieurs squads dans une espèce de super squad ou un chapter, ou je sais plus comment on l'appelle, qui lui du coup va vraiment représenter une partie de l'entreprise et une startup dans la startup, mais quand même avec plusieurs équipes distinctes, mais du coup avec des ressources partagées. Peut-être qu'on a besoin que d'une seule personne pour marketing, ou je sais pas, peu importe.
Et du coup, dans tous les, enfin, bref, à mesure qu'on va maturer dans ce système d'organisation-là, on va se retrouver dans un système à plusieurs dimensions. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, dans la première itération de cette organisation-là, en tout cas la façon dont on l'a présenté, j'ai l'impression, c'est un système à vraiment une dimension, quoi. C'est vraiment genre, il y a les squads. Et on s'arrête là, quoi. Et je pense qu'à mesure, on va arriver comme ce que tu écrivais, un système à au moins 2 dimensions, où du coup on a la guilde des ingénieurs, la guilde des sales, la guilde des marketing, etc., qui ont effectivement des cars, des objectifs à eux et des objectifs au niveau de la squad. Et du coup, à l'intersection de tout ça, ça te permet de donner une idée de où appuyer. Et ensuite, on peut aller sur un système à 3 dimensions avec les pros, ceux qui font du Scrum, ceux qui font du Kanban, que sais-je. Et voilà. Après, il y a toujours un truc que j'aime bien. J'aime bien le système Spotify parce que je l'ai trouvé très inspirant comme tout le monde quand ils ont commencé à communiquer dessus. Ouais. Après, je reste quand même convaincu. C'est une personne, je me rappelle plus qui m'a dit ça quand je leur ai parlé du système Spotify. Ils m'ont répliqué ça et j'ai trouvé ça très 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 bon. C'est que l'application Spotify, elle marche toujours pas super bien, quoi. Donc, genre, le système en théorie, je le trouve super intéressant. Maintenant, en fait, quand je regarde le résultat, je me dis en fait, il y a peut-être d'autres moyens, quoi. Mais j'ai pas forcément de meilleure idée. J'ai bien envie de jouer avec. Mais bon, quand je reste de Spotify, c'est très bien s'il y a des gens qui sont de Spotify. C'est pas de votre faute. C'est les autres. Mais non, c'est intéressant parce que justement, une des critiques que j'ai faites par rapport aux OKR, donc en fait, nous, quand ça a été mis en place à tous les niveaux d'un seul coup. Donc ça a été mis en place pour les squads, ça a été mis en place pour les départements. Et en fait, le problème, c'est que comme c'était nouveau, on a eu énormément de mal, en fait, déjà que les squads, c'était un concept nouveau. Les OKR, c'était un concept nouveau. En fait, toute la nouveauté a été mise d'un seul coup. Et en fait, enfin, moi le premier, mais comme quasiment tous les ingénieurs, en fait, on était déjà pas mal perturbés, on va dire, de par le changement des squads et tout ça au niveau produit et business. Et je pense qu'en fait, ça aurait suffi parce que rien que déjà ça nous a pris du temps pour maturer et comprendre ce qui se passait. Et le fait qu'on ait en plus les OKR qui arrivent de nulle part sur l'engineering alors qu'on les avait pas demandé et pour moi, on n'en avait pas besoin parce qu'en fait, c'est-à-dire que les ingénieurs ont fonctionné depuis 1 an et demi avant que ça arrive et le système, la code base était parfaitement utilisable. On a fait de gros refactors dedans et si quoi que ce soit, depuis qu'on a eu les OKR, ça s'est en fait ralenti et c'est un truc que j'ai trouvé extrêmement bizarre. Mais là où par exemple pour le business, on doit être donc du coup objectif driven, c'est vraiment on doit essayer d'aller vers l'objectif qu'on espère. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des passionnés sont des ingénieurs et pour le coup, on a un recrutement qui est voilà. Je crois qu'on a un taux de passage qui est de 1 ou 2% sur nos recrutements, mais du coup on cherche vraiment des personnes qui sont passionnées et de par la passion en fait on avait avec ou sans les OKR et je parle purement de l'engineering, ça a rien changé et si quoi que ce soit, le fait de dire aux gens alors là il va falloir changer de 5% machin et c'est arrivé un moment où on était en phase de transition et on n'avait pas encore grossi, les gens étaient plus frustrés, se sont dit fait chier on a fait plein de trucs intéressants et on pensait que ça marchait bien, maintenant on nous demande des résultats qui sont chiffrés et tout ça et en fait d'un point de vue business personne n'était en désaccord parce qu'on voyait le bénéfice, mais d'un point de vue engineering ça a été très mal perçu. Et je pense que et c'est là où je pense que vous faites la bonne décision à Swissborg, si on avait juste poussé les squads et les OKR pour le business, et ensuite, une fois que tout le monde avait bien compris pourquoi on mettait en place des squads, pourquoi est-ce que les OKR étaient importants et tout ça, si on les avait mis en place d'une manière qui soit un peu différente dans l'engineering, je pense qu'on aurait eu un buy-in de nos ingénieurs qui aurait été énorme. Et le problème, c'est qu'on a eu l'exact opposé, qui était en fait d'avoir des OKR qui étaient calqués sur ceux du business, donc extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Et en fait, c'est ce qu'à l'engineering ne marchait pas, parce que déjà qu'on devait un peu se tordre pour faire marcher les squads et les OKR pour le business, rajouter en plus la pression des OKR pour l'engineering, je pense que ça n'a pas marché. Maintenant, là, ça fait maintenant 6 mois et on va continuer à utiliser. Maintenant, ça y est, ça marche de mieux en mieux. Mais je pense que justement, une erreur qu'on a fait au début, c'est de vouloir en fait pousser les OKR partout. Et ce qui fait qu'au final, on n'a pas eu le bénéfice qu'on attendait du tout au niveau de l'engineering et on n'a pas eu non plus le buy-in exact qu'on attendait au niveau du product, puisque les gens en fait se sont pas juste dit, ok, comment ça marche au niveau produit business et ensuite on va le récupérer pour nous. Ils se sont dit, oh là là, il y a plein de choses qui changent. Oh là là, ça marchait bien avant. Pourquoi maintenant il faut qu'on ait tout ça? Et du coup, ils ont un peu
repousser en bloc le système d'OKR et de squad d'un seul bout, alors que je pense que si ça avait été amené d'abord par le business et ensuite on avait appris et on s'était dit, on avait poussé d'ailleurs nous-mêmes au niveau engineering en disant les OKR c'est pas trop mal au niveau business, ce serait pas mal qu'on les ait de notre côté. Le fait qu'on nous les impose et qu'on nous les demande dès le début en très peu de temps, un système qui était complètement nouveau, ça nous a perturbé. Il y a une réfraction au changement qui a été beaucoup plus forte que si on l'avait fait uniquement sur le business, puis dans les départements après. Donc mes two cents pour toi, c'est vraiment prenez le temps de bien maturer les OKR, les squads pour le business et ensuite tirez les enseignements et mettez-le en place dans les départements ou les guildes ou quel que soit le nom que vous leur donnerez. Mais voilà, c'est pour toi, mais c'est pour ceux qui nous écoutent aussi. Je pense que c'est vraiment l'idée, comme on dit de toute façon avec Kanban, c'est l'approche du Kaizen ou du Kekaku. Et clairement, là, on a fait déjà, je pense, un gros changement avec les squads et OKR, et on n'aurait peut-être pas dû rajouter encore par-dessus, parce qu'on savait que c'était déjà un gros changement. On aurait dû le laisser maturer, apprendre, et ensuite le remettre en place sur d'autres choses. Mais voilà, donc si je peux donner un conseil, c'est laisser le maturer. Pour moi, c'est au moins un trimestre. Laissez-le maturer sur les squads OKR pour le business, et ensuite des enseignements que vous en ferez, mettez-le dans vos équipes, donc, dans les guildes ou départements. Clairement, on est parti sur. Je pense qu'on va continuer. On va laisser bien jusqu'à la fin de l'année, le temps que ça sink in tranquillement, que tout le monde fasse un petit peu ses marques. Parce que nous aussi, évidemment, on a dû faire une conduite du changement qui était assez vénère. Hein. Pendant les 2 premières semaines, c'était un peu rock'n'roll. Après, on a eu la retreat, où on s'est tous retrouvés en personne et tout. C'était cool, et ça a permis de justement terminer la formation des squats, le fait de pouvoir se voir en personne, aller boire des coups et tout. Et là, maintenant, je sens que voilà, on a défini nos OKRs, on a défini un peu le process qu'on va mettre en place pour créer de l'aviation. On a commencé déjà à avoir des idées, à voir comment on peut les tester en low-tech, etc. Là, l'alchimie commence à faire son œuvre, la sauce commence à prendre. Mais c'est clair qu'il va falloir au moins 1 ou 2 itérations avant qu'on puisse commencer à en rajouter une couche, parce que là déjà c'était un gros morceau à avaler. Mais écoute, so far so good. Les gens ont un peu freak out, mais c'est marrant. Encore une fois, je sais pas comment c'est dans les autres équipes, donc je peux que parler pour la mienne et que mon petit ressenti à mon point de vue. Mais j'ai trouvé que les ingés de mon côté ont pas vraiment freak out. J'ai l'impression que les ingés, on est tellement habitués à ce que ça change tout le temps. Ouais, bon, vas-y, on va faire un autre framework. On voit que au bout d'un moment, à partir d'un certain nombre d'années de carrière, je pense au bout de à peu près 10 ans de carrière, même peut-être un peu avant, quand t'es ingé, tu te dis, tu t'en fous. Tu t'en fous. T'es plus à ça. T'es passé par tellement de managers qui avaient genre leur grande idée de comment il fallait que les process soient, etc., que tu fais juste ce qu'on te dit de faire et puis t'avances. Et de toute façon, pour toi, tu sais que dans ton day-to-day, ça va pas te changer grand-chose. Et c'est parti, quoi. Et du coup, j'ai retrouvé un petit peu ce sentiment-là. C'est-à-dire, quand on a poussé les cars et les squads et tout, bon, les ingés, ça a pas gueulé, quoi. C'est c'est bonne patte, c'est tant que ça me prend pas trop de temps sur ma journée, que je peux continuer à coder tranquille, ça va. Et alors que par contre, justement, les gens qui avaient pas forcément l'habitude que ça bouge tout le temps, qu'on torde les process dans tous les sens et tout, et il y en a, ils ont dit oula, ils ont commencé à se poser beaucoup de questions, et c'est là que j'ai dû revenir avec les méthodes agiles, voilà. Même si je ne pourrais pas quoi faire du Scrum ou quoi, mais au moins les principes agiles, c'est les trucs qu'on respecte à tous les niveaux. Et du coup, je suis revenu là-dessus et j'aime partager un peu les valeurs de Scrum, tu vois, respect, courage, voilà, tout ça. Et voilà, au fur et à mesure, finalement, une fois que les gens ont bien posé 10 fois les questions et qu'ils ont bien eu 10 fois les mêmes réponses, c'est comme les enfants, ils ont commencé à être rassurés et tout. Et voilà, maintenant, on n'a plus qu'à délivrer, plus qu'à voir les résultats. Et puis on aura gagné, je pense. On aura gagné une itération. Et après, il faudra tout recommencer. Cool, et bien du coup on a bien fait le tour sur nos problématiques actuelles, surtout les miennes. Mais bon, ce sera le prochain épisode, ce sera plus pour toi, Pierre. Mais on a bien échangé. On va conclure sur les outils de l'épisode. Je vais te laisser commencer, tiens.
parce que je suis très, très curieux. Alors, donc ça s'appelle How to Rend, et du coup Rend c'est le nom en fait d'une personne qui a fait un talk. Du coup, je mettrai les références du lien dans YouTube. Et en fait, c'est un truc très simple. Donc là, j'ai la chance d'avoir un nouvel engineering manager qui s'appelle Joao. Il va m'en vouloir, mais bon, il écoutera sûrement le podcast. Il est portugais, mais je déforme son nom à chaque fois. Donc je crois que c'est Joao. Allez, je pense que c'est celui-là, je dois l'avoir là, Joao, qui en fait m'a envoyé sur cette conférence, et c'est extrêmement intéressant. Et donc en fait c'est sur GitHub tout simplement. Il l'a aussi, Joao. Donc en fait c'est simplement un README et ça s'appelle How2Rend, mais en fait c'est How2 et vous remplacez avec votre prénom. Et en fait c'est simplement on va dire pas un cookbook, mais en fait un manuel de survie ou d'instruction de en fait comment vous êtes, ou comment en fait faire how-to, et du coup vous, c'est en fait comment faire avec la personne. Et en fait dans ce truc, c'est simplement en fait un peu un manifesto de vous en tant que manager, ou même en tant que personne en général. Et en fait ça va passer sur des choses, par exemple donc qui je suis, quel est mon travail actuellement, quelles sont par exemple les hypothèses que j'ai, ou en fait quelles sont par exemple mes assumptions. Donc par exemple moi ce serait que je crois fermement dans les principes agiles et dans les méthodologies agiles. Donc c'est mes assumptions, c'est-à-dire qu'est-ce que je pense être vrai mais qui ne l'est pas forcément, parce qu'évidemment je vais pas dire quelle est ma vérité, ou c'est plutôt qu'est-ce que je pense être vrai. Donc c'est en fait définir. C'est exactement, voilà, c'est en fait faire te présenter, donc parler par exemple des principes qui te sont chers, de tes disponibilités, de par exemple un truc tout bête, mais moi donc si je devais le remplir le mien, c'est par exemple dire que je suis donc évidemment sur Slack disponible toute la journée sur mes heures de travail. Si on m'envoie un message directement en me taguant dessus, je vais aussi l'avoir sur mon téléphone et j'y réponds toujours, ou du moins j'y réponds pas toujours, mais j'en prends connaissance et je réponds si c'est urgent. Par contre, des règles simples avec moi, c'est quand je suis en vacances, je supprime Slack de mon téléphone, et tout le monde le sait, mais si jamais il y a quelque chose d'urgent, ça me dérange pas de sauter dessus. Par contre, faut m'appeler ou faut m'envoyer un SMS. Si quelqu'un essaie de m'avoir sur Slack, il y a aucune chance qu'il m'ait. C'est des choses comme ça. Par exemple, pareil, les feedbacks. Savoir comment est-ce qu'on prend les feedbacks, savoir si par exemple on a une personne qui est plutôt introverte, une personne qui est plutôt extroverte, est-ce que par exemple on a des déficits de l'attention. Dans la conférence, je mettrai le lien, mais la personne dit par exemple qu'il a des problèmes d'attention, et par exemple au bout de 5 minutes, s'il y a un sujet dans une conversation ou dans une réunion sur lequel il n'est pas forcément amené à devoir répondre, il y a des chances qu'il soit sur son téléphone. Et dans son manifesto, enfin dans son How to Rend, il a expliqué en disant: si je suis dans une réunion et que vous me voyez sur mon téléphone plus de 5 minutes, dites-le moi, parce que c'est justement que j'aurais perdu l'attention, mais je ne devrais pas le faire. Et donc c'est en gros des petites choses comme ça qui en fait permettent de comprendre une personne plus que ce que la personne va se présenter, puisque évidemment on va se présenter en disant je m'appelle Pierre, je m'appelle Julien, je fais ci, je fais ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on va forcément oublier, et lire un petit document comme ça, évidemment ça remplace pas une introduction formelle entre les deux personnes pour se présenter et discuter et voilà, apprendre à se connaître, mais ça permet d'avoir, de la même manière que quand on suit par exemple, j'aime bien cette analogie là, quand on découvre un nouvel outil, un nouveau framework, un nouveau langage, on va aller lire la documentation, mais aussi on va par exemple regarder des vidéos YouTube ou des choses comme ça pour un petit peu comprendre. Et faut imaginer que la vidéo YouTube ce sera un petit peu la conversation, on va prendre des choses, mais quand il faut vraiment essayer de comprendre dans le fond ce qui se passe, on va aller sur la documentation. Et l'idée de ce document, c'est d'avoir un petit peu ça, de se dire ok, je vois à peu près Pierre comment il fonctionne et tout ça, mais il y a des fois je me dis c'est marrant ça, je comprends pas comment il est. Et peut-être qu'en lisant ce document-là, vous direz oui merde, Pierre il est comme ça parce que oui, c'est effectivement un truc qu'il a mis en avant. Donc par exemple, je peux dans mon cas, je sais que je peux être amené à être souvent joyeux, faire des blagues et tout ça, mais par contre s'il se passe vraiment quelque chose d'important et qu'on a besoin de sérieux, je vais être le premier à dire ok, là on met les blagues de côté, là il faut vraiment qu'on discute sérieusement. Moi le premier, je vais prendre une attitude beaucoup plus sérieuse, mais c'est vraiment dans les cas où voilà, il y a des coups de chaud, il y a des coups de sang, il faut qu'on réponde sur le coup, et là je mettrai de côté le côté un peu plus cool ou décontracté pour vraiment prendre plutôt mon chapeau de voilà, d'être vraiment sur le truc et focus à fond, et donc je risque de pas faire beaucoup de blagues, mais c'est pas pour autant que je suis énervé ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est vraiment mon mode de fonctionnement qui shift en me disant ok, là faut que je sois 100% concentré, je vais pas faire dans le social, je vais pas faire dans le gentil, je vais le faire dans le voilà, on fait le boulot. Et c'est à ce moment-là, et voilà, il y a des gens qui pourraient se dire merde, Pierre est devenu hyper bossy d'un coup, mais non, c'est juste que je change de mode en fonction de ce que je dois faire, et
Et donc voilà, un document comme ça permettra aux gens de le savoir. Donc voilà, je recommande aux managers surtout de faire ça, de manière à ce que justement, parce que tous les managers sont étranges, ça on va pas se le cacher, mais du coup ça permet aux gens de comprendre un petit peu plus facilement sans avoir à poser la question. Ils peuvent directement le lire et se dire ah ok, c'est pour ça que la dernière fois il a réagi comme ça ou des choses comme ça. Donc je le conseille à beaucoup de gens. J'ai pas encore fait le mien, mais il sera fait d'ici la semaine prochaine, donc je le mettrai aussi en lien si ça intéresse des gens. Et voilà. Ouais, pressé d'avoir le lien pour y regarder de plus près moi aussi. Bullshit. Non, c'est dès que je me trouve une demi-heure sans meeting, j'essaierai de faire ça au moins une première itération. Ouais, c'est ça, un minimum. Parfait. Alors moi, outil de l'épisode. J'ai mis le doigt dans Notion l'autre jour. Je sais plus comment. C'est peut-être un épisode de Real Life, quelque chose comme ça. Je crois que c'était ça. Je sais plus. Il y a eu une espèce de convergence. Tu vois, parfois l'univers te fait un signe. T'entends parler de Notion dans un podcast, dans 2 podcasts. Il y a quelqu'un dans une réunion qui, je sais plus comment ça s'est passé. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler. Ça faisait longtemps qu'on me disait c'est incroyable. J'avais peut-être essayé une fois. J'ai mis le note dedans. Je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Moi, je préfère les trucs simples. Et là, je me suis dit, je sais pas. On me l'a bien vendu une fois, je sais pas. Je crois que c'était dans un épisode de Real Life il y a quelques mois. Et je me suis dit, vas-y, allez, tu sais quoi, merde. Ça fait quoi? Ça fait 5, 6, 7 ans que j'utilise Bear, qui est un espèce d'outil de prise de notes Markdown hyper minimaliste que j'aime beaucoup. J'ai des milliers de notes dans Bear. Ça supporte les tags. C'est pas mal foutu, mais c'est très minimaliste. Et ça m'allait très bien jusque-là. Je me suis dit allez, vas-y, lance-toi. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis alors pour ceux qui me connaissent un peu, bullet journal et tout, je suis un malade de la productivité, etc. J'ai plein de process et tout en place, mais en même temps je fais beaucoup de trucs à la main, quoi, genre stylo, papier crayon ou iPad, Apple Pencil. Et quand j'ai commencé à mettre le dans Notion, je me suis dit mais en fait ça va tout remplacer. Et en fait ce qui est génial c'est que Notion, alors du coup Notion c'est un espèce, c'est pas vraiment un outil de prise note, c'est un peu comme un Evernote quelque part, c'est un peu à mi-chemin entre la prise note et l'organisation, mais en plus ce qui est brillant c'est que on voit que ça a été fait par des devs, en fait oui. C'est une base de données géante en fait, c'est que à n'importe quel moment tu peux dire ok là je veux mettre une base de données. Et c'est une base de données, ça peut être tout simple, hein, c'est juste faut voir ça comme un tableur Excel, hein, c'est juste quelques colonnes. Et en fait, toutes les entrées que vous allez mettre dans cette petite base de données, ça va être une page qui elle-même peut contenir des bases de données, qui peut elle-même peut contenir des pages, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en plus, on peut relier les trucs ensemble et tout. Il y a plein de petites fonctionnalités qui sont absolument parfaites. Il y a des tonnes de raccourcis clavier qui sont hyper accessible pour peu qu'on comprenne comment ça marche. Et en plus, j'ai découvert une chaîne YouTube absolument incroyable. Et je crois que c'est comme ça, oui, c'est comme ça, ça me revient. Ce gars-là a été invité dans Real Life, un podcast que je vous recommande très chaudement, un podcast sur l'amélioration du quotidien. Ce gars-là, donc je vais dire sûrement très mal son nom, Shubham Sharma. Son nom et son lien dans les notes de l'émission, qui est francophone comme son nom ne l'indique pas, et du coup il a des vidéos de vulgarisation, c'est un ancien dev, il a des vidéos sur Notion qui sont absolument incroyables, genre les notions, ça peut être Notion one-on-one comme des fonctionnalités hyper obscures, mais je trouve ça démystifie pas mal Notion. Et ouais, non, c'est pas mal du tout. Et bref, du coup, au début, vous allez ouvrir, vous allez regarder plein de templates super compliqués et tout, vous allez vous perdre dedans et tout. Encore une fois, itération. Juste, quel est mon besoin? Juste ça, ok, très bien. Je sais que je peux faire 50 bases de données et tout relier ensemble, mais non, j'aurais pas besoin. Et à mesure que le besoin évolue, ça évolue pour vous donner des idées. J'utilise pas mal ça j'utilise ça assez récemment pour la prise de décision. C'est encore une autre, je vais le rajouter dans les outils de l'émission pour une autre fois, un outil de prise de décision hyper intéressant. Mais bref,
pour la position, pour les screenings. À chaque fois que je vois un candidat, j'ai mon petit template, machin, je peux mettre une note, un résumé, on peut créer des templates de plein de trucs super facilement. J'utilise pour Agilist. J'ai tout migré, on avait un peu sur Google Doc, un peu ci, un peu par là, un peu dans Trello et tout. Paf, tout dans Notion. Et du coup, dans Notion, on a nos conducteurs de maintenant, nos conducteurs de plus tard, on a les fichiers audio, on a réussi à tout centraliser dans un seul endroit, et en plus qui est partagé, parce qu'évidemment on pouvait être plusieurs à travailler sur un seul workspace et tout. Allez regarder une ou deux vidéos de Shubham Sharma, et dites-lui que vous venez de Agilist. Et voilà, vous allez peut-être y perdre quelques week-ends, mais ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup. Top, c'est un truc qu'il faut vraiment que je mette là. Je me sers uniquement parce que j'ai bougé de Trello, je suis sur Notion pour avoir une petite to-do list et tout ça. Parce que justement, je sais que ça va servir à terme quand je vais me mettre le nez dedans. Mais ouais, plus je le vois, et surtout là, ça y est, parce que du coup, je vais vraiment bouger vers une position de manager maintenant, surtout avec Joao qui nous a rejoint. Il a vraiment insisté sur le fait que voilà, le but c'est vraiment de me faire détacher du code pour vraiment passer en manager, et je vais vraiment avoir besoin de ces outils-là pour vraiment pouvoir, parce que jusqu'à maintenant, j'avais tous mes outils de dev qui me prenaient, on va dire, 50% de mon temps, et puis le reste du management, je le faisais comme je pouvais, j'avais quelques documents, un petit peu sur Drive, un petit peu sur Trello et tous ces outils-là, mais là je vais vraiment avoir besoin d'un gros système en place pour pouvoir justement gérer, soit documents ou de ce qui se passe, ou l'avancement, faire le suivi et tout ça. Donc ça va vraiment me permettre de tout centraliser, et j'ai hâte. J'ai peur de créer un monstre, mais j'ai hâte quand même. Ouais, j'avais un peu peur, parce que en fait Notion a ouvert ses API il y a pas très longtemps, ce qui fait que en plus maintenant tu peux avoir un back-end derrière que tu as codé toi-même qui va faire des appels Notion pour modifier tes documents. Donc tu peux faire moi j'ai commencé à réfléchir genre mon bullet journal, tous les trucs manuels que je fais, hop, je pourrais avoir une espèce de routine, tu vois, tous les matins, ça kikine et ça récupère les tâches d'ici, ça les met au lendemain, etc. Je suis pas encore arrivé jusque là parce que c'est un peu too much. Mais il y a moyen de faire des trucs assez dingos, et franchement, même après quelques tutos, quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, il y a moyen de vraiment faire des trucs. C'est vraiment, faudrait, je sais pas, va falloir que je me lance sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des trucs que j'aimerais bien vous montrer, que j'arrive même pas à expliquer, que je pourrais pas expliquer par le podcast. Mais non, ouais, incroyable. Cool, on va conclure ce bel épisode. C'est marrant, quand on a commencé, tu vois, on était un petit peu à low energy, on a fini la journée et tout. J'avais peur qu'on fasse un tout petit podcast. En fait, on avait plein de choses à se dire. Comme toujours. Et on passe à bon moment. Alors du coup, on va conclure cet épisode. On espère que ça vous aura plu. Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, toujours au pub, toujours chez moi. Sur GitHub, il y aura bientôt un README qui explique comment interagir avec moi, ou comment how to Pierre, ouais. Comment tout Pierre, comment Pierre, on va l'appeler en français, qui sera sur GitHub. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Et toi, Julien? Et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon site julien.dereb.fr, où je mets tous les liens de mes projets, et je vais d'ailleurs devoir rajouter le lien vers mon livre dès ce soir. Achetez le livre. Et merci d'avoir écouté Agilist. Si l'émission vous a plu, on vous invite à nous laisser une note sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toute autre plateforme, et en attendant, on vous retrouve le mois prochain pour continuer nos folles discussions sur l'agilité. Salut Pierre, salut à tous. Salut Julien, salut tout le monde.